Après les accords de Munich, Hitler pouvait se déclarer satisfait. En matière de politique extérieure, il avait écarté la manœuvre d'encerclement orchestrée par la France en effaçant pacifiquement plusieurs injustices des traités de paix. 1. L'Allemagne était redevenue souveraine en Rhénanie. 2. L'État croupion autrichien s'était rattaché au Reich. Et 3. Les Allemands des Sudètes avaient rejoint leurs compatriotes. Hitler ayant renoncé à l'Alsace-Lorraine, un dernier problème territorial d'importance restait en suspens. Le corridor polonais qui coupait l'Allemagne en deux, détachant la Prusse orientale du reste du pays. Dès mars 1933, la presse américaine avait qualifié le corridor de point douloureux ou de foyer purulent en Europe. Le 20 août, Aldo Dami publia une étude qui se résumait ainsi. Les erreurs de l'hitlérisme ont fait perdre beaucoup de terrain à la cause de la révision. Mais l'absurdité des frontières polono-allemandes n'en subsiste pas moins, et il faudra tôt ou tard l'effacer. Autrement dit, que l'on aime ou que l'on n'aime pas le national-socialisme, la question du corridor se pose et doit être résolue. Sachant qu'il s'agissait d'un problème très épineux, dans les premières années de son gouvernement, Hitler l'écarta délibérément. En novembre 1933, s'adressant à l'ambassadeur dans le cadre de la signature d'un pacte de non-agression, il garda le silence sur le corridor. Le pacte fut signé le 26 janvier 1934. L'Allemagne et la Pologne s'engageaient à régler leurs différends par la négociation directe ou par d'autres moyens pacifiques. Pour les 1 an de la signature, Hitler répéta sa volonté de paix avec la Pologne. Il dit que la thèse de la haine héréditaire polono-allemande est absolument erronée. Dans notre histoire commune, dit-il, il y eut des périodes de collaboration au cours desquelles nous luttions contre des dangers communs venant de l'Orient. Au cours de cette réception, le Führer s'abstint de mentionner le corridor. À l'époque, l'Allemagne devait résoudre d'autres problèmes internationaux plus urgents. Mais après Munich, le dernier de ces problèmes était résolu. Désormais, seul restait celui du corridor. Voilà pourquoi en octobre 1938, Hitler décida d'engager une conversation avec la Pologne. Peu avant la Noël, le ministre des Affaires étrangères allemand déclara qu'entre la France et l'Allemagne, tous les problèmes qui pourraient désormais surgir seraient susceptibles d'être réglés amicalement. Le message était limpide. Pour Hitler, la réconciliation franco-allemande était accomplie. Dans son esprit, cette atmosphère de détente permettrait une résolution pacifique du problème germano-polonais. Mais depuis les accords de Munich, les bellicistes ulcérés avaient juré d'en finir avec l'hitlérisme. 2 événements vinrent faciliter leur projet. Le premier fut la nuit de cristal. Au soir du 9 novembre 1938, des synagogues furent incendiées, des vitrines de magasins juifs brisées et des juifs molestés. Pour bien comprendre, un retour en arrière s'impose. En septembre 1935, l'Allemagne promulgua les lois de Nuremberg. Elle séparait les juifs du peuple allemand et leur conférait le statut d'étrangers dans le Reich. Interrogé à Nuremberg, Julius Streicher déclara « Depuis des années, j'écrivais qu'il fallait empêcher à l'avenir tout mélange de sang allemand et de sang juif. J'ai écrit des articles dans ce sens et j'ai toujours répété que nous devions prendre la race juive ou le peuple juif pour modèle. J'ai toujours répété dans mes articles que les juifs devaient être considérés comme un modèle pour les autres races, car ils se sont donné une loi raciale, la loi de Moïse, qui dit « Si vous allez dans un pays étranger, vous ne devez pas prendre des femmes étrangères. » Et ceci, messieurs, est d'une importance considérable pour juger les lois de Nuremberg. Ce sont ces lois juives qui ont été prises pour modèle. Quand des siècles plus tard, le législateur juif Ezra constata que, malgré cela, beaucoup de juifs avaient épousé des femmes non juives, ces unions furent rompues. Ce fut l'origine de la juiverie qui, grâce à ces lois raciales, a subsisté pendant des siècles, tandis que toutes les autres races et toutes les autres civilisations ont été anéanties. Lorsqu'il évoquait Ezra ou Esdras, Julius Streicher disait vrai. Au chapitre 10 de son livre, le prophète reprochait à son peuple d'avoir épousé des femmes étrangères. Il lui demandait de s'en séparer. Tout le peuple répondit à haute voix que ce que vous avez dit soit exécuté.
Pour le pouvoir national-socialiste, les lois de Nuremberg réglaient la question juive de manière définitive en Allemagne. La Deutsche Allgemeine Zeitung écrivit « Dans les limites de cette légalité, il est maintenant créé une situation claire. Il n'y a plus de place pour des actions individuelles contre lesquelles le Führer a de nouveau mis en garde à Nuremberg et qu'il a ordonné de cesser. Mais personne ne doit négliger l'avertissement qu'il a donné pour le cas où le règlement légal de cette question échouerait de nouveau. Alors cette question devrait être soumise par une loi au parti afin d'être réglée définitivement. Les Allemands étaient donc avertis de ne plus chercher querelle aux Juifs et les Juifs devaient accepter leurs conditions d'étrangers. Un autre quotidien expliqua « La loi dans son ensemble établit une séparation claire entre les Allemands et les Juifs qui est seule capable de fournir la base d'une cohabitation supportable des deux races. La race juive peut s'estimer heureuse d'avoir affaire à la magnanimité d'un Adolf Hitler. Tout autre peuple aurait déclaré ses corrupteurs hors la loi. L'Allemagne substitue à un droit d'exception la protection de l'État et un ordre légal. » À Nuremberg, le baron von Eberstein confirma. Pour les SS, dit-il, la publication des lois de Nuremberg de 1935, qui du reste nous étonnèrent profondément, réglait sur le plan de l'État la question juive. Je me souviens que Hitler nous a sérieusement mis en garde en nous enjoignant de ne pas outrepasser ces lois. Il nous a fait remarquer la responsabilité énorme qui retombait sur le peuple allemand du fait de ces lois. De son côté, Julius Streicher confirma. J'étais convaincu que par la réalisation du programme du parti, cette question juive était maintenant résolue. En 1848, les Juifs étaient devenus citoyens allemands. Ce droit de citoyenneté leur était enlevé par la loi. L'union sexuelle était interdite. Pour moi, la question juive était ainsi résolue en Allemagne. Mais je croyais qu'il devait y avoir encore une solution internationale, que des conférences auraient lieu entre États pour étudier le problème dans le sens du sionisme qui réclamait la création d'un État juif. C'était capital. En matière de questions juives, à l'automne 1935, les dirigeants allemands ne souhaitaient pas aller plus loin. Un modus vivendi était donc possible. Mais en face, cette occasion fut rejetée brutalement. En Grande-Bretagne et aux USA, la presse outrée parla d'une purge et d'un nouveau défi lancé. Hitler lance un défi aux Juifs, titra ce quotidien. Nouvelle attaque de Hitler contre les Juifs. Hitler lance un défi aux Juifs du monde entier. Les Juifs du monde entier défiés. Pour les associations juives, donc, la lutte devait continuer, voire même se renforcer, avec pour arme le boycott. Le 19 septembre 1935, les plus grands commerçants de vêtements et de tissus des Pays-Bas, un commerce dominé par les Juifs, annoncèrent le complet boycott des produits germaniques afin de protester contre les lois antisémites allemandes. Le même jour, à Vienne, la nouvelle organisation sioniste appela le monde civilisé à rejoindre le boycott. Le 2 octobre, la section féminine du Congrès juif américain s'engagea à agir pour répandre le mouvement. Dans les semaines qui suivirent, le Congrès juif américain emboîta le pas en collaboration avec d'autres. Le 27 septembre 1935, le journal juif annonça que le président du Congrès juif américain, Stephen Wise, en avait appelé directement à la Société des Nations. Son message se terminait ainsi: « La lutte contre la politique anti-juive du Troisième Reich est une tâche qui s'impose à l'humanité tout entière. Son avenir est menacé par les tendances que cette politique laisse entrevoir d'une manière de plus en plus redoutable. Les Juifs poursuivront avec détermination cette lutte qui leur a été imposée de vive force, convaincus que tous les peuples animés de l'amour de la justice et de la liberté, et en particulier les membres de la Société des Nations, prêteront leur appui à cette défense des principes fondamentaux de l'humanité. » Sur la même page figuraient les réponses allemandes à ces menaces. Le journal de la SS demandait aux Juifs de s'abstenir de boycotter davantage l'Allemagne s'ils voulaient éviter une aggravation de la législation allemande. Quant à Julius Streicher, il lançait « Le Juif international se prépare à une attaque contre nous et nous riposterons ». Toutefois, les menaces allemandes échouèrent à décourager les organisations juives. Bien au contraire, dans les mois qui suivirent, la campagne prit de l'ampleur. Ces organisations réclamaient non seulement le boycott des marchandises allemandes, mais aussi celui des Jeux Olympiques prévus à Berlin l'année suivante. Le 5 novembre 1935 à Pittsburgh, le Conseil anti-nazi de boycott annonça qu'il allait agir pour renforcer ce boycott et pour protester contre la participation américaine aux Jeux Olympiques. Le 8 novembre, la presse rapporta que dans le cadre de la poursuite du boycott,
288 associations juives s'étaient unies pour former un super comité. Déjà, de grandes manifestations étaient prévues. Là aussi, on s'opposait à l'envoi de sportifs en Allemagne. 2 jours plus tard, les Juifs de Montréal organisèrent une grande manifestation afin de renforcer le boycott. Ils annonçaient une campagne destinée à obtenir 50 000 engagements à ne plus acheter des produits allemands. Le 12 novembre, le rabbin Lyons appela les églises chrétiennes à une croisade moderne contre les lois nazies, comprenez contre le Troisième Reich. Sans surprise, lui aussi soutenait l'entreprise de boycott et la non-participation américaine aux Jeux Olympiques. Le 2 décembre, des organisations juives réunies à Cincinnati décidèrent de renouveler et de redoubler les efforts de boycott. Dans un article paru le 6, l'auteur, qui reconnaissait l'immense popularité d'Adolf Hitler, révéla que 75% des maisons d'import-export américaines étaient aux mains des Juifs et que les 4/5 du commerce avec l'Allemagne avaient cessé. Mais ce n'était pas encore assez. Début février 1936, 500 associations juives se réunirent autour du puissant congrès juif américain pour continuer le boycott. Le 23 mars, 400 juives militantes votèrent un programme pour renforcer le boycott. Elles prévoyaient notamment d'organiser des piquets de grève devant les magasins qui proposaient encore des marchandises allemandes. Car pour ces gens-là, voir des produits allemands était intolérable. Ce rejet fut d'ailleurs à l'origine d'une anecdote assez drôle. Début mars 1936, dans un grand hôtel de New York, le ponte du boycott, le rabbin Stephen Wise, participa à un repas au bénéfice des Juifs persécutés. Après avoir fini son dessert, il s'aperçut que son assiette était made in Germany. De rage, il la fracassa sur la table et quitta précipitamment l'hôtel, en jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Je pourrais poursuivre longtemps ainsi, mais ce serait lassant. La conclusion est nette. Les puissantes associations juives anglo-américaines avaient opté pour la guerre jusqu'au bout, la guerre à outrance. Dans ses mémoires écrites peu avant son exécution, l'ancien ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop écrivit « L'application des lois raciales avait provoqué de violentes réactions des Juifs dans tous les pays, aux États-Unis en particulier. La presse étrangère était déchaînée et ces attaques justifiaient l'intransigeance du Führer. C'était un cercle vicieux. » Ce constat est exact. En réponse aux excitations juives, les autorités du Reich poussaient les Juifs allemands à émigrer. Quant aux Juifs étrangers, ils se voyaient chassés sans ménagement. Le problème était si grand que la Société des Nations fut chargée d'élaborer des plans d'aide. Le 10 janvier 1936, la presse juive dévoila l'existence d'un plan d'envergure. Il prévoyait de faire immigrer 100 000 à 250 000 Juifs d'Allemagne en 4 ans. Certains Juifs trouvaient un asile qui leur était offert ailleurs. L'Amérique et l'Angleterre figuraient parmi les destinations, soit définitives, soit temporaires. D'autres refuges étaient toutefois proposés, dont l'île de Madagascar. Mais pour les Juifs d'origine autrichienne, polonaise, roumaine ou hongroise, installés en Allemagne depuis de longues années et trop pauvres pour émigrer au loin, seul un retour au pays était envisageable. Or, ce retour était très difficile, voire impossible, car les gouvernements des pays concernés n'en voulaient pas et multipliaient les difficultés. Le gouvernement roumain, par exemple, non seulement fermait ses frontières, mais en outre, il était accusé d'expulser les Juifs entrés illégalement sur le territoire national. Quant à la Pologne, elle était montrée du doigt pour son terrorisme anti-juif. Pour ces réfugiés donc, et aussi pour des Juifs allemands, des associations réclamaient l'ouverture de la Palestine, dernière destination possible. En attendant, ces gens vivaient parqués dans des villes frontières sous la surveillance des forces de l'ordre. Leurs conditions étaient très difficiles et leur avenir très incertain. Car en réponse aux excitations juives, les dirigeants allemands avaient décidé de résoudre définitivement la question juive en commençant par chasser les Juifs de l'économie. Le 14 octobre 1938, lors d'une réunion qui fixait les prochains objectifs de l'Allemagne, Hermann Göring déclara « Le problème juif doit maintenant être abordé de toutes les façons, car ils doivent être mis hors de l'économie. » Dans cette ambiance, n'importe quel événement tragique pourrait servir de détonateur. Cet événement survint le 7 novembre 1938. En France, un jeune juif d'origine polonaise, Herschel Greenspan, résidait dans l'illégalité. Depuis des années, sa famille vivait en Allemagne, à Hanovre. En octobre 1938, dans une lettre, sa mère lui annonça qu'il venait d'être chassé brutalement et qu'il vivotait désormais dans une ville à la frontière germano-polonaise.
Le 7 novembre, Herschel Greenspan se rendit à Paris. Ayant acquis un pistolet, il tira sur le conseiller d'ambassade allemand Ernst von Rath. 3 balles l'atteignirent, le blessant très grièvement. « J'ai voulu venger mes coreligionnaires expulsés du Reich », déclara-t-il pour justifier son acte. Hitler envoya son médecin personnel tenter de sauver la victime. Par 3 fois, un ancien combattant français, M. Thomas, donna son sang pour qu'il soit transfusé aux blessés. Ce geste fut considéré comme une manifestation de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Malgré l'enquête qui conclut en un acte d'un vengeur isolé, la presse allemande gronda contre l'ensemble des Juifs du Reich. La situation était d'une gravité extrême. Or, loin de regretter son acte fou dans les circonstances du moment, l'assassin lança « Je n'exprime aucun regret de mon acte, quel dommage que von Rath ne soit pas mort ». Dans les heures qui suivirent, le jeune Greenspan put être satisfait, sa victime succomba. Mais ce qui devait arriver arriva. Dans de nombreuses villes d'Allemagne, sur ordre venu de Berlin, des violences anti-juives furent commises. Cette action divisa les dignitaires nationaux-socialistes. Dans ses mémoires déjà cités, Joachim von Ribbentrop raconte qu'à peine informé, il partit rencontrer Hitler. J'exposai à Hitler les conséquences que ces démonstrations illégales auraient sur la population allemande et leurs incidences politiques. Il m'assurait qu'on ne pouvait pas toujours prévoir les événements et que, de toute manière, les choses rentreraient dans l'ordre. J'avais l'impression qu'il avait été surpris par l'ampleur des manifestations et par celle des réactions. Et en effet, la presse étrangère condamna cette nuit de violence. De partout, des protestations fusèrent. Elle dénonçait l'antisémitisme allemand. Le gouvernement du Reich réagit par la voix de son ministre de la propagande. Celui-ci prévint les Juifs étrangers qu'ils seraient responsables du traitement de leurs coreligionnaires au sein du Reich. Le journal du Parti national-socialiste écrivit « Le monde entier a le droit d'être débarrassé d'individus qui, dans des foyers d'émeutes, deviennent un danger pour toute l'humanité. » Dans le même temps, les journaux allemands publièrent une étude sur la fortune des Juifs en Allemagne. On lisait « Le fait que les Juifs allemands disposent encore de milliards, qu'ils aient des entreprises prospères, de grands magasins dont les Allemands, au comble de l'exaspération, ont cassé les vitres, ce fait démontre logiquement que le Troisième Reich ne les a pas spoliés autant qu'on le dit. Les Juifs en Allemagne ont toujours une activité économique si grande que les services des contributions évaluent officiellement les biens que possèdent les Juifs sur l'étendue du territoire du Reich à 8 milliards de marks qui se répartissent entre 700 000 personnes. Il en résulte donc que chaque Juif que l'on dit persécuté et privé de ses droits possède, écoutez bien, un avoir 4 fois et demi plus élevé que celui d'un fils du peuple allemand de 80 millions d'habitants. Rien qu'à Berlin, les pauvres Juifs spoliés comptent 200 millionnaires, dont certains possèdent la bagatelle de 8, 10 et 12 millions de marks. Près de 900 Juifs de Berlin ont un avoir de plus de 300 000 marks. Dans le territoire du Reich, on compte plus de 1000 Crésus juifs millionnaires. Et cela après 6 ans de tyrannie antisémite? Non, si l'on prend aujourd'hui quelque chose aux Juifs d'Allemagne, ce n'est toujours qu'une petite partie de ce que cette race cupide et de tout temps détestée chez nous a amassé jusqu'ici, autant dire sans entrave. Les statistiques fiscales montrent de façon irréfutable que ce sont encore les Juifs qui ont tiré les plus grands profits de l'essor économique de l'État national-socialiste et ont réalisé froidement des gains sans précédent. Les Juifs ont bénéficié dans une proportion colossale du rendement de l'économie rénovée par les nationaux-socialistes. Exemple, les gains réalisés dans une branche, celle de l'industrie de la confection, sont allés dans une proportion de 100% dans les poches des pauvres Juifs. Une chose qui montre à quel point ces gens privés de tout droit ont encore des biens énormes, c'est le fait que 60% des immeubles de la capitale du Reich se trouvent entre les mains de ces prétendus indigents. Exagération? Peut-être. Toutefois, lorsque le ministre de l'économie reprocha à Joseph Goebbels cette action insensée, catastrophique pour les finances allemandes et pour les relations avec l'étranger, Joseph Goebbels lui retourna l'accusation. Goebbels me déclara que je portais moi-même la responsabilité de ce qui venait de se passer parce qu'il y avait bien longtemps que j'aurais dû exclure les Juifs de l'économie et que le Führer donnerait, par l'intermédiaire du maréchal Göring, l'ordre d'éliminer complètement les Juifs de l'économie. L'annonce faite par Goebbels était vraie. Le gouvernement allemand prit des mesures draconiennes. Le 12 et le 13, la presse annonça que les Juifs du Reich devraient payer une contribution d'1 milliard de marks. Elle serait destinée à réparer les dégâts de la nuit de cristal.
Après avoir pris cette décision, Hermann Göring déclara « Cela les touchera, les cochons ne commettront pas un deuxième meurtre de sitôt. Du reste, je le répète encore, je n'aimerais pas être juif en Allemagne. » Et en effet, de nouvelles restrictions furent imposées à la communauté juive. Interdiction de posséder des automobiles, interdiction de circulation dans certains quartiers urbains et interdiction de fréquentation de certains lieux dits publics, théâtres, cabarets, salles de concert. D'autres décrets étaient annoncés qui allaient les exclure de la vie économique. Arianisation des biens, défense d'être à la tête d'une activité commerciale, sans compter l'exclusion de l'enseignement supérieur. Cette fois, on pouvait dire que tous les juifs étaient poussés hors d'Allemagne. L'agitation anti-nazie avait provoqué un dépassement des lois de Nuremberg. Aux États-Unis, des manifestations anti-allemandes furent organisées. Parmi les slogans figurait l'appel au boycottage qui n'avait jamais cessé depuis 1933. Un message anonyme prévint que le lendemain, le consulat allemand de Boston sauterait à coups de bombe. À partir de ce jour, le bâtiment dut être surveillé en permanence par la police. De leur côté, des associations juives demandèrent au président Roosevelt de rompre les relations avec l'Allemagne. Dans un premier temps, le président rappela son ambassadeur à Berlin. Dans cette ambiance survoltée, une certaine presse titra « L'Allemagne sur le point de détruire les Juifs ». En face et en réaction, Hitler ordonna que les Juifs quittent le pays à un rythme accéléré. Un premier plan fut alors mis en place. L'arrivée en Angleterre d'enfants juifs évacués fut rapportée en première page. À l'étranger, les réactions juives furent immédiates. Aux USA, la propagande anti-allemande redoubla. Lors d'une grande manifestation à New York, une effigie du Führer fut brûlée en place publique. Le 29 décembre 1938, évoquant un article très violent du Times contre Hitler, Paris Midi titra « L'Amérique part en croisade ». La tension était telle qu'Hitler décida de s'occuper personnellement des relations avec les USA. Mais il était trop tard. En sous-main, le président américain agissait. Au mois de janvier 1939, l'ambassadeur polonais à Washington avertit son gouvernement que Roosevelt 1. Engageait une politique étrangère qui serait hostile aux États totalitaires. 2. Préparer son pays à la guerre avec plus d'1 milliard de dollars consacrés aux armements. 3. Préconisait à la France et à l'Angleterre de refuser tout compromis avec les États totalitaires et de n'engager aucune discussion ayant pour but des modifications territoriales quelles qu'elles soient. 4. Donner son assurance qu'en cas de guerre, les États-Unis interviendraient activement aux côtés de la France et de l'Angleterre, déjà en leur fournissant l'argent et les matières premières nécessaires. Encouragé, le gouvernement polonais repoussa toutes les demandes allemandes concernant Danzig et le corridor. Le germe de la guerre était planté par les bellicistes. Un autre événement allait favoriser leur action, la dislocation finale de la Tchécoslovaquie. Ce sera l'objet du prochain épisode.